Au nord-est de Saint-Étienne, aux confins de la ville, se dresse une colline. Sur les pentes de cette colline s'accroche une petite ville, un quartier, un peu à part. Cet endroit niché au milieu de la verdure, c'est le quartier de Montreynaud. Il y a encore quelque temps, sur le sommet de la colline, se dressait comme un phare la tour plein ciel. De très loin, aux alentours, on pouvait l'apercevoir. Les habitants étaient fiers de leur tour. Pour eux, c'était un symbole, un signal, un repère. Mais un jour... Ce jour-là, les habitants s'étaient réunis pour assister à la disparition de leur tour. Chacun essayait de garder en mémoire cet instant où un bout de son histoire allait disparaître. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Il va nous manquer beaucoup. Hein. Elle va vous manquer. Ah oui, ouais. Pourquoi Parce que c'est le repère de Montreynaud. Ça fait 40 ans qu'il y en a qui existent. J'étais là quand il a été construit. C'est vrai. Oui. Vous êtes à Montreynaud depuis quand? Depuis 75, mais j'habitais dans les environs avant. Et depuis 75, je suis à Montreynaud. Et pour vous, aujourd'hui, C'est un jour historique, c'est un jour vraiment... je sais pas comment dire. Ouais. il y a de l'émotion? Ouais, il y a de l'émotion, beaucoup. Sous les gravats de la tour se cache une histoire qui commence à la fin des années 60 lorsque le maire de Saint-Étienne, Michel Durafour, rêve de faire de la plaine du Marais une zone d'activité et de la colline de Montreynaud un lieu d'habitation qui accueillera les habitants du Marais et les futurs cadres et employés de cette nouvelle zone économique. Bien, alors vous me demandez quelles sont les possibilités de main-d'œuvre que vous pourriez trouver à Saint-Étienne. La fermeture des houillères de la Loire va amener sur le marché du travail local un potentiel supplémentaire de main-d'œuvre. Et à cet égard, il est intéressant de signaler que les houillères font un effort pour permettre à leurs employés de se reconvertir en leur donnant une formation adaptée. Il y a un élément supplémentaire d'attrait à cette zone industrielle sur laquelle nous nous trouvons, qui est, à mes yeux, la proximité représentée par l'opération d'urbanisme très importante de Saint-Étienne-Montreynaud. Qu'est-ce que c'est Saint-Étienne-Montreynaud? C'est d'abord la possibilité de rapprocher de façon considérable le lieu du travail et le lieu de l'habitation. Vous savez, c'est d'ailleurs un des très grands problèmes de notre civilisation urbaine. Saint-Étienne-Montreynaud est une opération d'urbanisme originale dans la mesure où il s'agit de créer une petite ville qui, une fois terminée, aura 15 000 habitants, la population d'une petite sous-préfecture de France, avec, bien évidemment, tous les équipements collectifs qui peuvent intéresser une telle ville. C'est-à-dire les équipements scolaires, les équipements sociaux, les équipements culturels, les équipements sportifs et bien évidemment commerciaux. Je crois pour ma part que cette opération sera très réussie. Elle a été étudiée en fonction de l'environnement et de l'environnement stéphanois qui, ainsi que vous en êtes rendu compte au cours de votre séjour, est de très grande qualité. Et le démarrage de cette zone, de ce Montreynaud nouveau, il date du 12 mai 1966. Ce jour-là, c'est le conseil municipal de Saint-Étienne et le maire, M. Durafour, propose la création de la ZUP de Montreynaud, zone à urbaniser en priorité. Et il apporte des précisions intéressantes parce que c'est un gros travail en perspective et monsieur le maire s'adresse au conseil municipal en ces termes. Vous savez que la ville de Saint-Étienne a la majorité des actions de la CEMACET, Société d'économie mixte d'aménagement de Saint-Étienne.
Cette société a décidé la création à Montreno d'une ZUP, zone urbaine prioritaire. L'arrêté du ministère autorisant cette implantation de ZUP date du 11 mars dernier. Donc la Montreno nouveau est sur les rails. En France, Montreno fait partie des dernières ZUP qui aient été lancées. Dans l'agglomération de Saint-Étienne, elle vient après les opérations de construction des grands ensembles de Beaulieu et de Firminy-Vert. Mais avec Montreno, Michel Durafour veut donner l'image incontestable de l'entrée de Saint-Étienne dans la modernité. Voilà, donc la première image que Raymond Martin donne à voir aux personnalités à qui il présente le projet, c'est cette vue de cette colline de Montreno, avec la référence, il ne s'en cachait pas, hein, à l'acropole, c'est-à-dire une éminence bâtie qui domine une ville. Et donc on a bien, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une continuité construite. Depuis le bas où on se raccorde à la ville, on construit jusqu'en haut et on redescend en se construisant et on se raccorde à la ville sur l'autre bout, mais on est construit en continuum. Et puis on lit déjà ici un petit peu des horizontales, un peu creuses là, et qui correspondent en fait au rez-de-chaussée des bâtiments, puisqu'il y avait la volonté de tout le rez-de-chaussée qu'on profite des transparences vers la vue, puisque la qualité des vues, hein, ce que vous disent les gens qui habitent sur place, le matin on a le lever de soleil sur les Alpes, et le soir on a le coucher de soleil sur les monts du Forêt, quoi. Et déjà donc la présence de cette tour signal, qui est une tour signal de logement avant d'avoir la fonction château d'eau. Donc ce qu'on voit ici, c'est que tout de suite en troisième page quand même, on a entre guillemets le contenu du projet qui a certes le fond d'habitat, mais en accompagnement de l'habitat, on a tout ce qui doit accompagner. Enfin, on a une base de construction, c'est le logement, l'appartement. Et en fait, cet assemblage d'appartements se fait avec toute la dimension sociale de l'architecture pour que ça soit non pas du logement, mais de l'habitat. C'est-à-dire qu'on prenne en compte toutes les dimensions humaines. Et donc, on a avec ça, réparti sur cette façon géométrique un petit peu presque Mondrian, façon Mondrian. Et donc, vous avez en fonction des couleurs la définition de tout ce qui est l'accompagnement et qui fait d'un quartier de logement, on passe à un quartier d'habitat. Donc on a du centre sportif pour les activités sportives, on a des pompiers parce qu'il faut assurer la sécurité, on a la chaufferie collective parce qu'il faut oublier que c'était une chaufferie collective qui chauffait tout. Maintenant qu'on parle de développement durable, on pourrait y revenir, mais c'est assez déjà en avance. Station bus, parce qu'il y a la liaison du quartier avec le reste de la ville qui se fait par une station bus. Foyer, alors c'est drôle, pour jeunes travailleurs et pour personnes âgées. C'est teinte beige, là, comme ça, un peu soutenu, mais qui sont mises ici à proximité immédiate de la tour signal, donc du point vraiment de l'épicentre, on met les personnes âgées, les foyers de jeunes travailleurs. Donc il y a bien déjà cette notion quand même de mixité sociale, de mélanger les populations. Parce que dans les immeubles de logement, il y a des copropriétés, mais il y a aussi des offices publics d'HLM qui viennent construire des immeubles. Donc on a, en allant aux foyers pour jeunes travailleurs et aux personnes âgées, on a bien le panel complet de la population qui est pris en compte. Du centre social qui se répartit un peu partout, pareil pour la dimension, on va dire, sociale du projet. Les commerces qui accompagnent partout, avec une densité sur la partie centrale. Sur la partie du forum. Bien sûr, et on verra dans les perspectives plus tard qu'on verra qu'il n'y avait pas que des commerces d'alimentation, mais qu'il y avait bien des commerces de luminaires, du luxe, quoi. Oui, c'était plutôt luxe. Voilà, ça s'adressait à une population qui était plutôt cadre moyen, non ? Oui, puisqu'il y avait une base de vente en accession. Ouais. Donc en fait, et c'est intéressant parce qu'on voit, sans vouloir faire de publicité, tant pis, mais il y a un magasin de meubles, il y a Knoll. Ouais. Knoll, c'est le top du moderne, et c'est tiré vers le haut, quoi. Ouais. Voilà, quand on rentre dans le détail des perspectives, donc on a tout un tas de petits endroits, alors qu'ils sont, c'est pas dessiné n'importe quoi, hein, c'est repéré sur le plan, c'est vu d'ici en regardant comme ça, et ça nous dit que donc dès le bas de l'esplanade, puisque la tour est à l'opposé, ici, dès le bas de l'esplanade, on est dans un endroit commercial avec des terrasses, donc la tour d'argent, vous voyez, café-bar, il y a un magasin de chaussures, Bali, Monoprix, les magasins de Brandt, radio, etc. Et puis là aussi, des transparences, des passages, et bien sûr des gens qui sont à pied, puisqu'ils ont garé leur voiture dans le sous-sol, ils sont remontés par les petites cages d'escalier qui sont parsemés dans l'esplanade, et avant de rentrer chez eux, ils passent par cet endroit, donc ils boivent un coup en terrasse, ils achètent leur journal, ils font réparer leur radio, et donc on est vraiment sur une zone de chalandise maximale. Hop.
c'est un projet des années 70, là voilà. On voit, on est quand même de l'autre côté de la tour. On est de l'autre côté. Ah oui, de l'autre côté. Et voilà, et de l'autre côté de la tour, ce qu'on voit, c'est qu'au lieu d'avoir un vide, eh bien, on a aussi, on a aussi des bâtiments construits. Oui. Vous voyez, ici, c'est le côté donc, qui a été habité où il y a eu la mairie annexe pendant un moment, le rez-de-chaussée. Voilà, la mairie annexe qui n'a pas été construite, qui est là. Et on voit, voilà, on voit Casino, on voit même, pour les Stéphanois qui connaissent, le logo Client Roi. Je ne sais pas si vous avez... Voilà, moi je suis né à Saint-Étienne, donc ce petit logo, Client Roi, avec la carte Client Roi, on avait réduction dans les commerces du centre-ville. D'accord. Et donc c'était ce logo-là. Client Roi, vous voyez, c'est une tête avec une couronne. Donc on était vraiment au centre-ville. Donc ça veut dire que, voilà, donc à mon avis, le commerçant du centre-ville qui voit ça dit, ah bah oui. Ah oui. Ça s'adresse bien à moi. C'est-à-dire qu'en fait, ces dessins, ils disaient aux commerçants, mais regardez, vous allez pouvoir venir, regardez, vous allez avoir des gens, les gens vont habiter là, vous serez au pied de là où ils habitent. Donc... voilà, vous voyez, décoration, il y a de la galerie d'art, il y a de la sculpture. On a même dessiné là les sculptures de Giacometti. Donc on est sur les années 70 triomphantes. Voilà, quelque chose de haut de gamme quand même. Haut de gamme, voilà. Et vous voyez, la tour Signal se laisse un petit côté en se disant... et voilà, il faut qu'il y ait quelque chose d'un peu sculptural qui se passe parce que c'est quand même le joyau de la composition. Alors à l'époque, elle est même un peu plus... il y a du porte-à-faux, elle est un peu plus... comment dire, un peu plus sculptural encore. La CMA7 a demandé à un cabinet parisien, le cabinet Aaron, qui était, paraît-il, un spécialiste des questions commerciales, de s'occuper de l'implantation des commerces sur la ZUP. Et le cabinet Aaron a prévu quelque chose de fantastique. Par exemple, vous donnez-moi quelques exemples. À la tour plein ciel, il était prévu un bar, un restaurant, une brasserie. Le centre administratif qui se trouvait à gauche, en regardant la tour, la poste, commissariat de police, caisse d'épargne, bureau municipal, bureau de la sécurité sociale, des pompes funèbres. Le bâtiment à côté, une banque, un marchand de disques, librairie, papeterie, boutique 20 ans, dépôt motocycle, chaussures, boutique gadget, boutique design, horlogerie, bijouterie, maître teinturier. Et rien n'a vu le jour. Le forum, donc là où nous sommes aujourd'hui, perpétue la tradition romaine d'un lieu de rencontre, de flânerie et d'affaires. C'est beau, hein? Une place abritée du vent par une barrière d'immeubles parallèles, mais baignée de lumière et de fraîcheur grâce à un harmonieux agencement de jardins, de jets d'eau et de galeries. On était bien obligé de se laisser prendre. Ça a été calculé pour. Le haut de la ZUP, c'était copropriété. Donc forcément, les copropriétaires, c'était des gens on ne va pas dire plus riches, mais qui pouvaient se permettre d'acheter une copropriété. Donc on les a tous logés sur le haut, ce qui représentait plus de 3000 habitants. Et on a fait des logements type HLM, donc Lalo, Chabrier, etc., pour les ouvriers. D'accord. Donc, et ces ouvriers étaient essentiellement ou des nouveaux arrivants, mais surtout des gens qui connaissaient le coin, donc comme moi, qui voulaient réhabiter le quartier, ou malheureusement les gens du Crau, de la Bâtie, du Marais, puisqu'on rasait tous ces quartiers, qu'on a fait installer sur le haut de Moreno. La population s'est déplacée. Il y avait beaucoup de communautés étrangères sur le secteur. Il y avait donc des Polonais, il y avait quelques Russes, 2 ou 3 Allemands qui ne sont pas repartis. Il y avait des Italiens, des Portugais, des Espagnols. Il y avait des gens qui venaient d'Afrique du Nord aussi. Enfin, il y avait quand même un bon brassage de population. Alors, ce qui fait, c'est que lorsqu'on se retrouvait tous à l'école, eh bien, disons, il y avait beaucoup de nationalités qui étaient représentées. Il y avait tout ce qu'on appelle maintenant le parc de Méon, qui était un grand bidonville. Encore, les tolondués des favelas,
j'allais dire, le livre d'Azouz Begag là, sur le golfe du Chabat, c'était vraiment ça. Enfin, je me rappelle avoir vu ces images, en direct, ces images de tôle ondulée, de maisons qui ne serviraient même pas de poulailler maintenant. Voilà. Donc tout ça, c'était avant l'évolution de ce quartier, bien entendu. Donc le quartier du Marais en deux, il y avait tout ce bas donc, où toute la population immigrée habitait. Et pourquoi mon père a eu ce passe-droit, j'en sais rien. On s'est retrouvé du côté des immigrés, on va dire les premiers immigrés européens, tout ce qui était espagnol, italien, polonais, et majoritairement français. C'était pas immigrés, mais avec eux dans les cités un peu plus huppées où il y avait, c'était plus confortable, mais comparé à notre époque, ça serait encore, ça ressemblerait au quart-monde, hein, voilà. C'est-à-dire qu'en gros, les WC sur le palier, pas d'eau chaude, il n'y avait pas de chauffage, c'était poêle à mazout ou poêle à charbon, voilà. C'était comme ça. Donc j'ai vu tous ces gens, par la suite, avec l'évolution, la construction, l'agrandissement de la ZUP de Moreno, partir de ces quartiers vétustes, délabrés, sales et ce qu'on voudra, habiter dans du grand confort. Mais à la limite, j'allais dire, ils étaient presque enviables de passer de cette misère à du chauffage collectif, à de l'eau chaude dans la maison, des toilettes faites à l'intérieur, des ascenseurs, des fenêtres qu'on pouvait ouvrir, des volets qui se fermaient bien. Enfin, ouais. Qui serait bien de rappeler si un jour à ces jeunes générations qui donnent une image très noire de ces quartiers, c'est quand ces quartiers sont arrivés, je veux dire, le souffle d'espoir et de bonheur que ça donnait à leurs parents, de passer, je vous dis, de cette... Ils ne savent pas ce que c'est d'aller patienter dehors quand il y avait 5-6 personnes qui attendaient pour l'eau toilette. Hein, et les voisins, qui que ce soit, les chiottes étaient collectifs. Hein. Là, c'est pour dire, mais ils n'ont même pas ce genre d'image. Mais c'était une autre époque. Hein. Et là-dessus, donc, cette construction de maisons, ces constructions d'immeubles, mais vraiment, pour le coup, qui avait été conçues non seulement de manière à permettre à ces gens d'aller vers du mieux, mais dire, la conception donnait un peu... Moreno, pendant longtemps, ça ressemblait à un petit village au-dessus de cette colline. Alors je ne sais pas si c'était réellement pensé, mais il y avait une vraie vie. Une vraie vie. Dix ans après le lancement de la construction de la ZUP, la crise économique des années 70 bloque, avant même qu'il soit terminé, le projet imaginé par l'architecte Raymond Martin. À ce moment, pour les bailleurs, il est clair que la population attendue n'est pas au rendez-vous. Mais pour les habitants qui se sont installés sur le quartier, la vie s'organise. J'ai vécu 21 ans à Moreno.